êtes sur Gabon 24, place à votre rendez-vous hebdomadaire du débat africain et international avec moi sur ce plateau, Dr Hassen Moreau, politologue, bonjour. Bonjour. Et Alain-Georges Banassebek, journaliste, écrivain, et par ailleurs enseignant dans un lycée public de la place. On oublie très souvent de le signaler. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour Ismaël. On commence ce débat avec l'accord du continent. Vous le savez, les suites du crash d'Ethiopian Airlines, les enregistrements des conversations entre les contrôleurs aériens et le commandant de bord de l'avion d'Air Éthiopie qui s'est écrasé cette semaine ont été rendus publics. Elles démontrent que l'équipage s'est rapidement, comme vous allez le voir dans ces images, aperçu qu'un problème était en cours. À peine 3 minutes après le décollage du Boeing 737 MAX 8, la tour de contrôle recevait ces messages inquiets, break, break, une expression utilisée en cas d'urgence pour donner la priorité à un message quand les pilotes ne sont plus maîtres de l'appareil, selon le New York Times, un journal américain qui a eu accès à l'enregistrement sans publier d'extrait sonore. Le commandant de bord a ajouté la destination de la cour de contrôle, demande guidage pour atterrir. L'appareil accélérait alors à une vitesse anormale. 5 minutes après le décollage, le contact avec l'avion a été perdu. Au bout de 6 minutes, l'avion disparaissait des écrans radars. 157 personnes étaient à bord, toutes ont péri dans ce crash. Si les boîtes noires ont pu être récupérées, les causes exactes de l'accident ne sont pas toujours connues. Les boîtes noires ont été rapatriées en France et l'enquête sur l'origine du crash a débuté ce vendredi à Paris. Alors, c'est le prétexte tout trouvé pour prendre les nouvelles de notre jeune compatriote sur place à Addis Abeba, en Éthiopie. Il s'agit de Kevin Emar Kambila Moussavou. Il est officier pilote de ligne sur Boeing 737 nouvelle génération. Kevin, bonjour. Où étiez-vous ce jour de tous les dangers de la compagnie d'Ethiopian Airlines et qu'est-ce que vous retenez de ce drame? Bonjour Ismaël. Le jour où le drame s'est produit, j'étais à l'aéroport d'Addis Abeba. Sur le coup, je me suis senti vulnérable et impuissant. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour accueillir un événement tragique. C'est dur, c'est douloureux, c'est parfois même insupportable et dévastateur. Mais chacun réagit de façon différente selon son implication et ses habiletés d'adaptation. Une chose est sûre, il faut absolument rester plus fort que l'événement tragique, de façon à en sortir grandi que meurtri. Le trafic était normal. Puis quelques minutes plus tard, j'apprends la tragique nouvelle. C'était l'inquiétude. Je suivais les informations depuis la télé. Quand on a su qu'il n'y avait aucun survivant, c'était très dur. Vraiment dur. C'est dans cette pièce, mes collègues et moi étions dans une atmosphère lourde. Oui, on imagine bien cette atmosphère lourde et on s'imagine bien que vos parents, vos proches ont dû s'inquiéter. Comment on gère de tels moments pour rassurer parents, amis et connaissances? Racontez-nous. Bon, c'est à ce moment que j'ai commencé à recevoir des appels et des messages de mes proches. On va dire une vingtaine d'appels, hein. Les premiers appels étaient ceux de ma mère, suivis de ma fiancée, mon frère et sa femme. J'ai ensuite posté un message sur mon compte Facebook pour rassurer mes proches sur l'inquiétude qui se faisait pour moi. Il faut reconnaître que lorsqu'on traverse ce genre d'événements auxquels on est impliqué, fondamentalement, on a besoin de recevoir du réconfort de la part de nos proches, même si dans le domaine, nous sommes préparés à ce genre de circonstances dramatiques. Oui, devenir pilote, c'est certainement un rêve d'enfant qui se réalise pour vous. Maman doit être bien fière de vous aujourd'hui. Quels sont les sacrifices de parcours pour y arriver? Depuis mon plus jeune âge, je me suis intéressé au métier de l'aviation. C'est lors d'un voyage de vacances au Sénégal que mon beau-frère m'a offert quelques minutes sur planeur. C'était le début de ma passion pour l'aviation. Depuis ce jour, je n'avais qu'une seule idée, piloter des avions et en faire mon métier. Après l'obtention de mon bac C, c'était l'occasion pour ma mère d'épargner afin de m'aider pour le financement de mes études. Après 2 ans de formation à l'école de pilotage d'Abyssinia Flight Service, j'ai obtenu ma licence commerciale de pilotage, plus communément appelée CPL. Aujourd'hui qualifié Boeing 737 NG, je vis ma passion comme mon premier jour. Je tiens à cet égard à adresser mes sincères et chaleureux remerciements à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour sa généreuse contribution à titre personnel dans la réalisation de ma formation. Je conseille aux jeunes de prendre leur étude au sérieux. C'est le travail qui peut leur permettre d'avoir la liberté qu'ils souhaitent. Il faut se battre et croire en soi pour pouvoir réussir. La réussite n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Sur le chemin, il y aura des embûches, mais qu'il ait la force de se relever, de faire face à toute adversité et surtout s'entourer des bonnes personnes et avoir des modèles. Voilà, vous êtes vous-même un modèle aujourd'hui à suivre. Merci Kevin et Marc Kambila Moussavou, un jeune Gabonais, à peine 24 ans, déjà copilote sur Boeing 737, nouvelle génération. Il mérite vos ovations sur le plateau.
Bien entendu, c'était un modèle de jeunesse, on peut parler de modèle, parce qu'à cet âge-là, réussir des études dans un domaine aussi technique et sensible comme l'aviation, ce n'est pas du tout donné. Alors, quelle est votre réaction à la suite de ces témoignages assez émouvants et poignants que vous venez d'entendre de ce jeune Gabonais? Je pense que c'est... Déjà, ça me rend... Je suis très triste par rapport aux familles, par rapport à ce crash qui vraisemblablement est dû à des raisons techniques, liées même à la marque même de ce Boeing. Je crois que c'est le constructeur Boeing qui devrait logiquement reconnaître son tort, ou tout au moins, bon, comme on dit vulgairement, l'homme a créé la machine, et puis la machine finit par le trahir. Donc toute notre compassion est mise pour les familles, et puis nos encouragements pour ce jeune pilote qui certainement a un très bel avenir, un avenir prometteur devant lui, et qui a déjà un parcours honorable. Alors, doit-on avoir peur aujourd'hui de prendre l'avion? Mais vous savez, c'est la question même au niveau au village. On se demande, est-ce que parce que la machette vous a blessé qu'il faut la jeter, on l'utilisera nécessairement? Et puis il faut dire qu'Ethiopian Airlines, c'est quand même une compagnie africaine de référence qui a les normes européennes en matière de sécurité, y compris américaines. Donc je pense que on verra les résultats de l'enquête, mais le problème risque vraisemblablement d'être d'ordre mécanique, c'est-à-dire qu'il ne relève pas tant de la compétence des pilotes, mais d'un état mécanique peut-être qui a fait défaut à un moment donné, peut-être qui a échappé au contrôleur. Mais Ethiopian Airlines reste une compagnie de référence et de sécurité comme en Afrique. Voilà une compagnie de référence, vous le confirmez? Bien sûr, Ethiopian fait partie, il faut le dire, des fiertés, des fiertés en Afrique en ce qui concerne les compagnies aériennes. On peut en citer d'autres. Malheureusement, elles ne sont pas très nombreuses, ces compagnies, qui aujourd'hui méritent qu'on leur tire le chapeau et qui font véritablement la fierté de ce continent. On peut simplement déplorer cet accident qui arrive. Est-ce qu'on doit avoir peur de rentrer dans un avion? Vous savez, on a comme l'impression que l'homme est, il faut le dire, en insécurité permanente, on ne sait jamais. Peut-être on peut trouver la mort à bord d'un vélo. Oui, la mort peut survenir à n'importe quel moment, avec n'importe quel moyen. D'un bateau, par n'importe quel moyen, c'est possible qu'on en arrive là. Et c'est possible que ce soit l'extérieur qui vous appelle pour dire qu'on vous suit en direct. Tout de suite, nous partons pour la République démocratique du Congo. Et cette interrogation qui s'invite au débat, jusqu'où ira le président Félix Tshisekedi? Des prisonniers politiques et d'opinion, dont Franck Diongo et Firmin Yangambi, sont désormais libres, bénéficiaires de la mesure de grâce présidentielle. D'autres prisonniers, environ 700, complètent la liste. Au même moment, le chef de l'État a suspendu le ministre des Affaires foncières et deux mandataires des entreprises du portefeuille, enjoignant en même temps la justice d'ouvrir des dossiers à leur charge. Ces premiers pas sont là dans la lutte contre la corruption et l'impunité promise donc par le président de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage. Deux activistes, dont un défenseur des droits de l'homme, emprisonnés depuis 2009, ont été libérés vendredi et samedi. Cette libération fait suite à la grâce annoncée par le président de la République démocratique du Congo. À sa sortie de prison, l'ex-député Franck Diongo, leader du parti d'opposition Mouvement Lumumbiste Progressiste, n'a fait aucune déclaration. Il n'a rien fait. Il a été arrêté injustement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans la joie très immense de venir prendre l'honorable Franck Diongo. Il avait été arrêté en décembre 2016 à l'époque des manifestations de l'opposition contre le prolongement du deuxième et dernier mandat de l'ancien président Joseph Kabila. Franck Diongo avait été condamné à 5 ans de prison pour la séquestration de 3 militaires de la garde présidentielle. Sa sortie augure, selon certains observateurs, la remobilisation de la sphère politique en République démocratique du Congo. Plus de doute, Tshisekedi est un homme de parole, mais attention au piège de l'arbitraire, est-ce que l'on pourrait qualifier de mesures protocolaires? À votre avis, Tshisekedi est-il un homme de parole en capacité de prendre vraiment son indépendance vis-à-vis de Kabila? Les premières mesures du nouveau président congolais sont, à mon avis, appréciables. Et c'est le secrétaire, le sous-secrétaire américain aux affaires africaines qui le relevait d'ailleurs, qui disait que les premières prises par le nouveau chef d'État étaient tout à fait des mesures encourageantes qui le mettaient vraiment dans le bon sens. Alors, libération des prisonniers politiques, nomination de plus de 100 centaines de conseillers. Bon,
Ça pourrait paraître pléthorique, mais je pense que pour un pays de 80 millions d'âmes, ça peut paraître tout à fait, à mon avis, logique, vu l'immensité de la tâche. Alors, Tshisekedi est en train de placer ses pions, même si on attend toujours le gouvernement. Quand est-ce que ce gouvernement va arriver? Certainement que les consultations se poursuivent. Et il ne faut pas oublier que la tâche est assez délicate. Bien sûr qu'il doit éviter l'arbitraire. C'est bien de prendre ces mesures, mais je pense que progressivement, lui-même prendra la mesure, la pleine mesure de ce pouvoir. Parce qu'on le disait la dernière fois, fini l'euphorie de la victoire, désormais place à l'exercice du pouvoir. Surtout Et la tâche n'est pas aisée du tout. Il faut bien qu'il parvienne déjà à former un gouvernement, et surtout un gouvernement de large ouverture, qui puisse intégrer toutes les composantes, à mon avis, sociopolitiques du pays, et naturellement aussi avec une grande représentativité du parti de Joseph Kabila qui est désormais incontournable. Aujourd'hui, le parti a une assise assez importante au niveau du Sénat et dans les assemblées provinciales, ce qui a d'ailleurs courroucé les militants de son parti. Mais aujourd'hui, il faut faire avec. On est quasiment en situation de cohabitation politique. Il est obligé. Une cohabitation imposée par les circonstances. Imposée par les circonstances. Est-ce qu'il va s'affranchir de la tutelle de Kabila? Mais c'est ce qu'on souhaite. Il ne faudrait pas qu'il soit une simple marionnette, qui se fasse téléguider. Mais je pense qu'il a suffisamment de charisme pour lui-même pour imposer. Mais sauf qu'il faut dire qu'il risque de ne pas avoir des coups de franche. Parce que dans la marche des institutions, et notamment quand on sait que le pouvoir législatif et l'exécutif doivent aller ensemble, celui qui contrôle le législatif devrait contrôler l'exécutif aussi. Maintenant que le législatif sera plutôt contrôlé par le front commun de Kabila, alors on se pose toujours des questions. Quelle sera la marge de manœuvre du président Tshisekedi dans ce cas-là? Voilà. Et là, ça pourrait paraître une situation assez difficile. Les souhaits des militants de l'UDPS et de certains amis de la RDC, c'est que Tshisekedi puisse s'affranchir de Kabila. Cette proposition de s'affranchir de Kabila lui a d'ailleurs été faite par le président français Emmanuel Macron et Uhuru Kenyatta, président du Kenya, en marge du sommet sur le climat. Pourquoi ce conseil à Tshisekedi sous forme de mise en garde contre le président sortant? Comment vous la comprenez? Vous savez, il faut d'abord revenir sur le contexte de l'élection, de l'arrivée au pouvoir de M. Félix Tshisekedi en fin d'année dernière. Il arrive dans un contexte de crise politique profonde, de suspicion sur la crédibilité ou la sincérité des élections, notamment en termes de fraude, mais aussi, voire même d'une entente possible, passée entre le président sortant et lui pour éviter le risque d'une arrivée au pouvoir d'une opposition radicale à son égard, avec tous les risques ou toutes les dérives que cela pourrait comporter pour son ancienne gestion et ses hommes. Donc, Tshisekedi est apparu comme une forme d'équilibre entre le besoin ou l'exigence ou la réalité d'un changement qui devait arriver, vu que nous étions presque à la fin du cycle de Kabila par rapport à la durée constitutionnelle de sa mandature. Mais en même temps aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir de ce contexte-là, M. Tshisekedi a eu des marges de manœuvre qui sont assez faibles. Assez faibles pour 2 ou 3 raisons. La première raison, elle est d'ordre institutionnel ou politique. C'est cette majorité qui est contrôlée à 70% par le parti, par la coalition l'exécutif sortant. Pro-Kabila, donc ce qui voudrait dire que c'est M. Kabila, bien qu'étant hors du système du jeu politique officiel, qui est le chef politique de la majorité parlementaire aujourd'hui en RDC, et donc par conséquent, le gouvernement ne peut rien faire sans l'aval de M. Kabila en termes de réforme. Le deuxième élément à prendre en compte qui rend difficile cette sortie de tutelle de Kabila avec Tshisekedi, c'est celui beaucoup plus pragmatique et réel. C'est le contrôle de la structure militaire du pays par les hommes de Joseph Kabila. Autrement dit, il marche sur les œufs. Tout à fait. Donc, cela rend très difficile, vraiment, cette émancipation. Donc, et d'ailleurs, il faut dire ces derniers temps, Tshisekedi a appelé à une coalition gouvernementale avec Kabila. Donc, au moment où les messages d'appel à la distance par rapport à Kabila arrivent, lui, il appelle plutôt à une convergence de vues pour former ce gouvernement qu'on attend. Donc, ça veut dire que la situation, la réalité politique est plus complexe que ce que les observateurs extérieurs perçoivent. Mais le risque, il est réel. C'est celui, effectivement, où toute sa magistrature risque d'être plombée par les instructions que donnera M.
M. Kabila. Non, on a finalement un Kabila qui n'est pas au pouvoir, mais qui continue toujours d'exercer le pouvoir étant hors du gouvernement. Lorsqu'on a compris tout ceci, docteur, on a bien envie de se poser la question de savoir si finalement cette sortie de Macron n'est pas une bourde diplomatique au moment où on attend que la communauté internationale aide les Congolais à se réconcilier entre eux. Il vient pour faire une telle déclaration, à savoir que le nouveau président doit se méfier de l'exécutif sortant. Mais écoutez, vous savez, il y a deux positions. La première, c'est que a-t-on toujours besoin en Afrique de prendre des leçons de la part des Occidentaux? Je ne dis pas parce qu'il faut se dérober des principes ou des règles de la démocratie, mais c'est quand même une exigence d'ordre éthique et de responsabilité. C'est la première chose qu'il faut relever. La deuxième, ce que vous dites tantôt, à savoir, doit-on accompagner cette République démocratique du Congo à assumer une transition démocratique et pacifique? Dans la méfiance. Bien sûr, il y a la méfiance, mais vous savez, le coût d'une guerre civile ne dépasse pas le coût d'une paix négociée par des braves. C'est cette forme de compromis auquel les deux dirigeants, le sortant et l'entrant, sont plus ou moins parvenus, il faut le dire aujourd'hui. Et puis, vous savez que la France n'a pas acté de manière tout à fait évidente la victoire de M. Tshisekedi. Aujourd'hui, les États-Unis ont pris acte, l'Union européenne a pris acte, l'Union africaine a pris acte, la France finalement a pris acte. Donc, mais toujours, il reste une forme de suspicion à l'égard de Kabila qui incarne quand même un certain style de commandement autoritaire que l'on ne voudrait plus voir se reproduire en RDC. Alors, est-ce que M. Tshisekedi est capable de rompre avec Kabila? Donc, il peut le faire, mais dans quelle durée et à quelles conditions ou à quel risque? Le risque premier, c'est d'abord sa propre sécurité en tant que chef d'État et celui du basculement du pays dans une instabilité qui serait dommageable pour ce pays. Oui, Alain-Georges Bana-Soubek, une telle invite à la méfiance sont donc mal aux oreilles, sachant que Kabila et son parti contrôlent, et vous l'avez dit, l'appareil politico-institutionnel de la RDC. Faut-il craindre à l'avenir, en retour, des actes de défiance du pouvoir sortant vis-à-vis du nouvel exécutif? Parce que le camp Kabila pourrait bien se braquer, à entendre ce qui revient de l'extérieur. Je pense que le confrère Moreau vient de dire quelque chose de très important. Au lieu de laisser que le pays bascule dans une instabilité, dans des convictions sociopolitiques, je pense qu'il vaut mieux trouver un compromis. Je pense que c'est tout à fait, à mon avis, ça tombe dans le bon sens, c'est tout à fait compréhensible. Alors, Tshisekedi aujourd'hui, à mon avis, pour sortir ce pays de la tourmente et de la crise, et vous savez que ce pays n'a véritablement pas connu, il faut le dire, la stabilité depuis très longtemps. Depuis l'époque de Mobutu, c'était la dictature. Après Mobutu, ça a été la guerre déjà, hein, pour voir Kabila père accéder au pouvoir dans les conditions que l'on sait. Après, ça a été son assassinat. Après, avec l'influence d'un voisin plus ou moins turbulent comme le Rwanda qui tire des ficelles. Alors, c'est un pays vaste, un pays continent qui n'a véritablement pas connu la paix et la sérénité. Mais si au prix de ce compromis, ce grand pays bantou que nous admirons tous, peut retrouver la stabilité, à mon avis, ce serait très bien. Donc, aujourd'hui, je pense que le président Tshisekedi doit conjuguer. Il doit prendre langue avec le camp d'en face pour faire avancer le pays, pour initier des réformes et surtout pour s'attaquer à ce que j'appelle aux 12 travaux d'Hercule, à savoir des véritables problèmes sur le plan social, sur le plan économique. Il faut relever le défi de ce pays qui est, comme le sait tous, un pays qui est un véritable scandale sur le plan géologique, en termes de richesse minière, mais qui curieusement bat des records en termes d'instabilité, en termes de précarité des populations. Ces populations, il faut le dire, marquées au fer rouge, meurtries. Hein, c'est vraiment le paradoxe congolais. Oui. Donc aujourd'hui, Tshisekedi doit, à mon avis, conjuguer avec cette coalition autour de Kabila pour faire avancer le pays, quitte à ce que d'ici 4 ou 5 ans, qu'il y ait d'autres élections, pour que véritablement qu'il s'affranchisse de cette tutelle. Mais si ça peut faire avancer le pays, je crois, au nom de cet impératif-là, je pense qu'à mon avis, ce serait une très bonne initiative. Une paix intérieure, une paix avec les voisins pour le bien de la stabilité de la RDC. Et c'est pour cela que je vais vous inviter à cette réflexion sur les relations que la RDC, la nouvelle RDC, doit avoir avec ses voisins. On le sait, le président Tshisekedi a attendu le 26
du mois en cours à Kigali, qu'augure cette nouvelle ère de relations entre le Rwanda et la RDC. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Mais puisque vous donnez le qualificatif qui sied justement celui d'une nouvelle ère, parce que c'est une visite historique. Depuis presque 2 décennies, il n'y a pas eu de visite d'État assez renforcée entre les deux pays. Et puis vous savez aussi que dans la dernière période des élections présidentielles de novembre-décembre qu'a connu la RDC, le rôle du Rwanda a failli encore être remis en cause à travers la présidence de Paul Kagame au niveau de l'Union africaine. Ils ont dû rebrousser chemin pour ne pas être perçus comme ceux qui veulent chercher à déstabiliser encore. Donc je pense que cette visite du président Tshisekedi va dans le sens d'une forme de dégel, d'essayer un peu de réchauffer les relations, de poser une plateforme où officiellement les deux gouvernements peuvent se parler au-delà des intermédiaires officieux, au-delà des mouvements rebelles et transfrontaliers dans la partie du Nord Kivu, etc., qui sont en proie à des déstabilisations, à des conflits militaires, à des conflits même entre civils à cause des terres, etc. Donc je pense que c'est une visite qui est historique. Elle montre une certaine volonté de la part du président Tshisekedi de rompre avec l'ancien style diplomatique qui a caractérisé les relations entre les deux pays, qui a été fait de suspicion, essentiellement de suspicion, pour aller vers un dialogue politique direct au plus haut niveau des deux États, pour mieux poser les problèmes et mieux se faire comprendre. Alors qu'est-ce qu'il faut pour normaliser les relations entre les deux pays, au-delà de tout ce que l'on peut voir, qui a l'air d'être des solutions cosmétiques parlées entre les dirigeants? Qu'est-ce qu'il faut réellement? Ce n'est pas une solution cosmétique. Vous savez qu'il y a un temps pour faire la guerre, il y a aussi un temps pour la paix. Et si jusque-là on a assisté à des relations pour le moins tendues entre les deux pays, et si aujourd'hui les relations tendent à se réchauffer, mais je pense que ce serait tant mieux. Et surtout, comme je le disais tantôt, quand on connaît bien la marge de manœuvre, j'allais dire, quand on connaît le pouvoir de nuisance de ce voisin rwandais, qui, il faut le dire, a été à la manœuvre dans plusieurs conflits qui ont meurtri les populations, notamment au Kivu, dans plusieurs zones de la RDC. Je pense qu'il est de bon ton que les deux leaders se retrouvent, se parlent, et ensemble qu'ils essayent, à mon avis, d'échafauder un certain nombre de choses, d'une plateforme pour aller dans le bon sens. Il est toujours important, comme on le dit, de s'entendre avec ses voisins. Il est évident qu'aujourd'hui, Tshisekedi qui vient et qui est en train, il faut le dire, qui est encore en pleine période de grâce, à mon avis, devrait multiplier. Il a déjà commencé par faire le tour. Il a été chez son voisin, à l'autre côté de la rive, Denis Sassou Nguesso. Je pense qu'il faudrait également tout faire pour pacifier les relations avec ses voisins, notamment avec le Rwanda. À ce stade du débat, nous allons marquer une pause et derrière, nous nous retrouverons pour parler de l'actualité politique au Bénin. Ici, l'Afrique, deuxième partie de l'émission. La Cour constitutionnelle du Bénin a jugé mercredi conforme à la Constitution la décision de la Commission électorale nationale d'invalider les candidatures de l'opposition aux législatives du 28 avril. La décision de la Sénat avait déclenché un tollé au Bénin, obligeant le président Patrice Talon à réunir les représentants de plusieurs partis et à promettre de trouver une solution à cette impasse politique. Des milliers de personnes ont manifesté lundi à Cotonou à l'appel des principaux partis d'opposition pour défendre la démocratie et dénoncer la politique du président Talon, accusé d'autoritarisme dans le petit pays d'Afrique de l'Ouest. Suivez ce reportage. Ils étaient 20 000, selon les organisateurs, à répondre à l'appel des forces Kori pour un Bénin émergent suivi par d'autres mouvements de l'opposition. En cause, l'absence de cette opposition lors des élections législatives du 28 avril prochain. Sur les 7 partis ayant déposé leur dossier, la Commission électorale nationale autonome n'en a retenu que 2. Le Bloc républicain et l'Union progressiste, 2 partis de la mouvance présidentielle. 3 de ces 7 partis recalés ont fait appel devant la Cour constitutionnelle qui a finalement rejeté leur demande. Les dossiers des opposants ont été déclarés incomplets selon les nouvelles règles électorales adoptées récemment. Le président Patrice Talon veut assainir le paysage politique
et renouveler la classe politique jugée vieillissante. L'opposition accuserait le chef de l'État de brider l'opposition en compliquant la préparation des dossiers. Pour sortir de la crise actuelle, Patrice Talon s'est tourné vers l'Assemblée nationale. Son président Adrien Ongbeji a réuni les propositions des différentes formations politiques et doit les présenter à la conférence des présidents du Parlement cette semaine. Une session extraordinaire du Parlement pourrait amender les textes électoraux et permettre ainsi à l'opposition de participer à ces législatives. Dans ce débat, nous aurons en écho les dernières nouvelles de cette actualité brûlante du Bénin avec notre confrère Fréjus de la télévision privée Eden TV. Mais déjà sur ce plateau, au vu de ce qui nous revient d'ici, tout observateur est en droit de se demander ce que le Bénin de Patrice Talon fait de sa démocratie. Tant citer un exemple sur le continent à côté du Sénégal. On commence avec vous. Vous savez, le Bénin, depuis 1990, a amorcé une transition démocratique que l'on qualifie d'exemplaire. En ce sens qu'il y a eu une conférence nationale souveraine, de celle-ci est sorti un Premier ministre pour conduire la transition. Il y a eu des élections, une constitution nouvelle, et puis le président Kérékou, qui était au pouvoir sous le régime du parti unique, a accepté de partir du pouvoir au terme des élections. Il est revenu de façon démocratique, il est reparti de manière démocratique, et une transition et une tradition d'alternance politique s'est installée dans ce pays. Alors, avec l'arrivée au pouvoir depuis quelques années, depuis 2016 notamment du président Talon, l'image du Bénin en tant que pays démocratique de référence en Afrique a tendance un tout petit peu à être un peu écornée, en raison notamment de ce que la société civile et la classe politique de l'opposition dénoncent par des dérives autoritaires. Effectivement, tout à l'heure, dans l'élément que vous nous avez présenté, il y a eu effectivement des réformes prises ces dernières années, notamment l'année dernière, là surtout, concernant les lois ou les règles électorales, le code électoral, qui ont apporté des changements assez discutables au niveau de la classe politique locale. La première, l'une des mesures phares, ça concerne justement cette question des listes qu'il faut nécessairement présenter, des listes de coalition des partis politiques aux législatives, pour éviter justement cet émiettement des partis politiques en plusieurs qui ne permettent pas de mieux saisir le débat et de mieux canaliser l'expression des populations sur le plan des suffrages. A priori, ce n'est pas une mauvaise chose. A priori, ce n'est pas une mauvaise chose, mais sauf que la rationalisation du jeu politique ne peut pas se décréter, en fait. Elle doit résulter, justement, elle doit résulter d'une évolution dans la durée des pratiques et des comportements des acteurs du jeu politique. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Et puis, cela a été adopté dans le cadre d'un processus politique assez forcé où le président a fait un passage en force avec un certain appui de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale qui lui était favorable à l'époque. Ensuite, il faut aussi dire la deuxième mesure, ce sont la question des cautions aujourd'hui. Une liste électorale doit déposer pour législative 249 millions. Un candidat à une élection présidentielle, avant, c'était 15 millions de francs CFA, c'est monté à 250 millions de francs CFA. Donc, ce sont autant de gestes et d'attitudes qui portent finalement à se dire qu'il y a une forme de recul démocratique aujourd'hui, qui n'est pas forcément de l'autoritarisme au sens traditionnel du terme, mais il y a des dérives qui risquent de ramener le pays dans des pratiques autoritaires. Est-ce qu'on s'achemine vers un autre Bénin avec une démocratie taillée sur mesure? Écoutez, je crois que la première question qu'on doit se poser, Bénin, qu'as-tu fait de ta démocratie? Alors, comment un des meilleurs élèves, il faut le dire, un des meilleurs laboratoires de la démocratie en Afrique aujourd'hui tend à être, il faut le dire, une république bananière, du point de vue justement du respect des règles démocratiques, ça paraît paradoxal. Alors, le Bénin a connu plusieurs transitions. C'est un pays aujourd'hui qui peut servir véritablement de modèle pour les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? La démocratie béninoise balbutie, elle a même vague à l'âme, on doit le dire. Alors, cette dérive autoritaire est due à quoi? Est-ce que c'est la peur bleue de Patrice Talon de perdre des élections législatives et du coup, ce qui devrait logiquement aussi... Est-ce que pour vous, ces élections législatives du mois d'avril prochain constituent un enjeu pour le pouvoir actuel? C'est un enjeu important et je pense qu'on est en train d'assister à ce qu'on appelle un scrutin censitaire là. Parce que désormais, c'est devenu une affaire de riches. Comment vous voyez que dans un pays où on sait que... tout le monde ne fait pas des affaires comme Patrice Talon. Nous savons tous que les revenus des Béninois ne sont pas aussi colossaux. Lui, il a réussi dans les affaires et vraisemblablement, il voudrait
pour faire la politique, on n'a pas forcément besoin d'avoir trop d'argent. Alors, comment on peut réunir, pour une liste, réunir 249 millions de francs pour qu'une liste soit validée? Ça paraît démesuré. À mon avis, ça paraît... La question de l'enjeu jusque-là n'est pas encore... Donc, voilà. L'enjeu se situe justement au niveau du contrôle de l'appareil, de cet appareil législatif. Et on sait que celui qui va contrôler cet appareil, forcément, est celui qui va... Dans quelques mois, à l'issue de l'élection présidentielle, va la remporter. Est-ce que pour vous, Patrice Talon aurait peut-être peur d'aller aux élections avec une opposition soudée vous savez, dans des conditions de transparence, sachant qu'il a créé beaucoup de torts avec ses réformes politiques et économiques? Tout à fait. C'est parce qu'en fait, la gestion du président Talon aujourd'hui est assimilée à une gestion de l'avantage, je ne dirais pas au sens assez fort du terme, affairiste, mais une gestion essentiellement très néolibérale, très économiste, qui accorde en réalité peu d'investissement sur le plan social. Les grandes mesures clés qu'il a prises notamment, c'est vrai que en 2005, le Bénin était autour de 2,1% de croissance. En 2018, aujourd'hui, ils sont autour de 6%. C'est-à-dire qu'en 5 ans, le pays a gagné 4 points de plus sur la croissance. C'est énorme. Alors, les réformes sur le plan macroéconomique ont été importantes, mais ces réformes-là ont quand même eu des répercussions sur le plan social. C'est par exemple la hausse des carburants qui passe de 300, 400 francs à 600 francs CFA. Et là, ça touche quoi? Ça touche l'un des lobbies importants en termes d'opinion, les émigrants. Ensuite, l'autre réforme, ça a été celle de nettoyer la ville, d'enlever tout ce qui est les commerçants ambulants, tout ça. Et ça touche un volet socio-économique très important qui est le secteur informel qui l'a touché. Une masse importante. Sur le plan politique, je voudrais dire ceci. Quand on fait la politique et quand on a des adversaires, je pense qu'une règle qui me paraît fondamentale, c'est le consensus. Alors, quand le consensus ne se dégage pas, au cours de la classe politique, on a toujours des élections contestées et ce sont ces élections contestées qui débouchent très souvent sur des situations sociopolitiques assez tendues. Donc aujourd'hui, l'absence de consensus, à mon avis, risque d'être véritablement le casus belli entre le pouvoir en place et l'opposition. On n'a pas directement besoin du consensus. Le consensus arrive quand une crise se pose. Nous sommes dans une gouvernance normale, un président qui a été régulièrement élu, qui dirige, mais qui montre une forme de frilosité à la veille des élections législatives qui tombent à mi-mandat. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire qu'avec toutes ces réformes dont j'ai parlé, le SMIC d'ailleurs, que je n'ai pas cité, qui reste toujours à 40 000 francs CFA, qui reste inchangé, qui n'a pas évolué, qui a été l'une des promesses de campagne électorale de Talon. Alors, toutes ces questions au seul fond qu'aujourd'hui, les gens sont dans une forme de désillusion entre l'espoir de changement. On a un homme d'affaires qui a promis l'emploi, qui a promis changer les conditions de vie, mais qui est resté assez macroéconomiste, assez superficiel dans les réformes. Donc, on a un fort mécontentement populaire aujourd'hui à son égard. Les manifestations, les syndicats, les grèves sont régulières, la population est souvent dans la rue. Ces mécontentements font qu'à mi-mandat, il a peur d'une élection législative, on peut le dire ainsi, qui pourrait remettre en cause. Parce que si la majorité parlementaire bascule en mi-mandat, cela voudrait dire que c'est d'abord une forme de reconnaissance par l'opinion de l'échec de ces 2 dernières années qu'il a déjà passé au gouvernement. Et pour la suite, à presque quelques années de la fin de son mandat, cela s'annonce comme étant un présage peut-être d'une fin de règne en quelque sorte. On espère bien qu'il va se rattraper avant le terme de son mandat en termes de promesses. Mais il y a quand même une observation qui saute à l'œil depuis l'instauration de la démocratie sur le continent africain, notamment en Afrique francophone, je le précise. Oui. Les hommes changent à la tête de quelques États, mais les opposants deviennent souvent, très vite, les autocrates au pouvoir. Pourquoi ce changement d'idéal de gouvernance? Vous savez, Montesquieu disait que c'est une expérience naturelle, que presque tout homme qui a le pouvoir est tenté d'en abuser. Et lorsqu'on se retrouve sur les tropiques en Afrique où culturellement, les individus ont une perception assez particulière de l'État comme étant un lieu de sécurité, comme étant un lieu d'enrichissement, comme étant un lieu de prestige. Il va de soi que s'asseoir sur le fauteuil du fauteuil présidentiel devient un enjeu presque personnel. Et ce qui peut expliquer des formes de retour en arrière, des remises en cause des processus historiques déjà établis d'alternance, de démocratisation. Voilà, la politique, apparemment, nous présente des acteurs très vertueux, mais la politique a quoi comme valeur? Finalement, est-ce qu'il n'est pas rattrapé le cas Talon par la réalité du pouvoir? C'est le cas de le dire. Avant lui, il y a eu bien d'autres qui se sont, pour ainsi dire, désillusionnés. Parce que quand on est dans l'opposition, on crie à Hu et à Dia. Forcément, on dessine celui qui est au pouvoir comme le diable.
l'enfer, c'est les autres. Mais une fois qu'on a les leviers du pouvoir, on commence véritablement à comprendre que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de tenir. C'est la réalité du pouvoir. On commence à comprendre qu'il y a un fossé entre les promesses faites et la réalisation de ces promesses. Ce n'est pas évident. Aujourd'hui, la réalité économique est là. Tout ce qu'il a promis, est-ce qu'il est déjà capable de pouvoir rehausser le pouvoir d'achat, tout au moins d'augmenter le SMIC? Ce n'est pas évident. Toutes les promesses tenues, à mon avis, quelquefois n'engagent que ceux qui y croient. Et donc, malheureusement, nous sommes dans un contexte où plusieurs figures de l'opposition qui ont souvent eu la chance d'accéder au pouvoir très souvent déçoivent, c'est le cas de le dire. Et puis, pour quelqu'un qui est sorti de l'opposition, qui a eu, il faut le dire, un bras de fer avec le président sortant, ben, la moindre chose, ce serait tout au moins de pacifier. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le consensus, tout au moins avoir des règles consensuelles avec les partis d'opposition. Direction. Qui est déjà presque difficile, mais aussi la majorité, parce qu'avec l'option de l'Assemblée nationale, l'accord pour aller aux élections législatives ensemble n'a pas abouti. Les uns et les autres estiment que le bilan du gouvernement étant peu positif, il ne serait pas souhaitable de s'associer à cette image pour les législatives du 28 avril prochain. C'est pour cela qu'il est intéressant d'aller tout de suite à Cotonou pour prendre les derniers développements de cette tension politique entre le pouvoir et son opposition à un mois des élections législatives d'avril prochain. Et c'est avec notre confrère Fréjus Selouan de la télévision privée Eden TV. Fréjus, bonjour. Que dit la météo politique du Bénin pour les jours à venir? Bonjour Ismaël, à votre question de savoir quelle est la situation au Bénin, je répondrai que le pays traverse une crise préélectorale sans précédent dans son histoire politique. Les dossiers de tous les partis d'opposition ont été rejetés par la Commission électorale nationale dans le cadre des législatives d'avril prochain. Ceux d'autres partis se réclamant de la mouvance présidentielle, à l'instar du PRD du président du Parlement, Maître Adrien Rombedji, n'ont pas aussi été retenus. Seuls 2 partis politiques proches du président de la République, Patrice Talon, sont validés. Il s'agit de l'Union progressiste et du Bloc républicain. La Cour constitutionnelle, dirigée par l'ancien avocat et ancien ministre de la Justice du président, a conforté la Sénat dans ses décisions après les recours infructueux donc des partis recalés. Ismaël, il s'agit à mon sens d'une décision politique, car si la Cour en venait à donner raison au parti, elle enlèverait définitivement tout crédit à cette Sénat déjà contesté. Mais la Cour elle-même, sévèrement critiquée, a raté une occasion de donner des garanties à ses détracteurs, car elle est en partie responsable de cette crise en exigeant, parmi les pièces à déposer à la Sénat, le fameux certificat de conformité à la charte des partis politiques, pièce qui n'a pas été délivrée par le ministère de l'Intérieur aux partis d'opposition jusqu'à l'heure où nous parlons. Pièce manquante qui a été à l'origine des rejets. Et mieux, selon la charte des partis politiques, tous les partis qui ne se conformeront pas et donc qui n'auront pas le certificat à la date de ce 17 mars seront... Et vous venez de l'entendre de la bouche de Fréjus, et la Cour constitutionnelle n'a pas donné, ne s'est pas crédibilisée à l'issue de ce processus. Finalement, les reproches faits à cette Cour constitutionnelle ont été confirmés. Votre réaction à la suite de ce premier niveau d'intervention de notre confrère Fréjus? Il y a un phénomène aujourd'hui, ce qu'on peut appeler un système talon aujourd'hui, qui est déjà mis en place, peut-être dans une stratégie de conservation du pouvoir sur le long temps, à travers ces nominations au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la commission électorale, ainsi que le jeu que joue le ministère de l'Intérieur, qui n'est pas un jeu véritablement d'arbitre du jeu politique. Donc toutes ces questions créent effectivement, comme l'a dit votre confrère tout à l'heure, là, une situation de crise préélectorale et qui est d'ailleurs sans précédent dans l'histoire du pays. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'à l'issue justement de ces rejets, de ces candidatures, il vous souviendra que le président de l'Assemblée nationale, après s'être entretenu avec le président Talon, a pris l'initiative avec l'ensemble des présidents des partis politiques qui ont été concernés par ces mesures d'exclusion-là, de proposer au niveau de l'Assemblée nationale des textes d'habilitation qui peuvent autoriser à titre exceptionnel ces partis politiques-là. Et ça confirme la crise qu'il y a au sein du régime aujourd'hui entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République aujourd'hui, où l'un récupère en quelque sorte les erreurs que l'autre fait pour apparaître comme étant celui qui joue les équilibres. On repart très rapidement à Cotonou parce que Fréjus est toujours en ligne. Y a-t-il des perspectives de conciliation, de position entre le gouvernement et l'opposition pour une organisation sereine de ces législatives?
Y a-t-il une perspective de conciliation des positions? Oui, mon cher Ismaël. Les pourparlers pour des élections inclusives sont en cours. Le président de la République, Patrice Talon, a demandé aux députés de revoir les tests qui posent problème afin d'élargir la participation à ces élections à plus de partis politiques. Parmi les 10 nés de la réforme du système partisan, 8 restés sur le banc de touche ont déposé des mémorandums de proposition sur la table des députés. La conférence des présidents a installé une commission de 5 membres, opposition et mouvance, qui se sont penchés sur ces propositions. Une session extraordinaire a été convoquée ce lundi au Parlement où les députés devront se prononcer sur les solutions proposées en vue d'une sortie de crise. Mais en milieu de semaine, nous avons noté quelques rebondissements. À l'audience de la Cour constitutionnelle, lors de l'examen des recours des partis, celui du renouveau démocratique du président du Parlement, Maître Adrien Rombedji, a exhibé des documents démontrant que la Sénat a favorisé les deux partis pro-Patrice Talon. Même si la Cour dite Diogbenon n'a pas exploité ses preuves pour rendre sa décision qui se retrouve sur les réseaux sociaux, la Sénat a été contrainte de se justifier à la faveur d'une conférence de presse où son président a déclaré que les partis concernés n'ont commis que des fautes mineures et légères. Après ces déclarations, l'opposition a exigé la démission et l'arrestation de tous les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat et réclame que la médiation soit menée par un membre de la CEDEAO et non par le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rombedji. Alors, Alain-Georges Banasobek, il y a de quoi regretter, peut-être déplorer le régime de Yahi Boni. Bon, de mémoire des Béninois, on n'avait jamais assisté à une telle crise politique. Oui, bien sûr, puisqu'on dit que cette crise préélectorale est sans précédent. Et je pense que c'est une preuve de force qui s'engage. Et comme la politique aussi est faite de rapports de force, je pense que véritablement Patrick Talon a dû se tailler un code électoral à sa convenance, sur mesure, un peu pour bloquer et puis pour barrer la voie aux autres partis, et surtout pour être sûr du contrôle, surtout être sûr du contrôle du Parlement, de l'Assemblée nationale, et préparer en cela aussi une éventuelle victoire aux prochaines élections. Et c'est une situation qui ne restera certainement pas sans conséquences. Quelles conséquences politiques sur l'issue de ce processus électoral si l'opposition n'y est pas associée, Fergis? Les conséquences seront dramatiques en termes d'image pour le Bénin, pionnier de la démocratie en Afrique de l'Ouest et exemple en Afrique. Mais cela pourrait aussi ralentir le programme d'action du gouvernement puisque les bailleurs, les investisseurs ne seront plus rassurés et quand ils ne le sont plus, Ismaël, vous connaissez la suite. Déjà qu'on a enregistré des blessés dans des manifestations à Kilibo vers le nord du pays. En cas de blocage, cela pourrait se généraliser vers d'autres villes du pays. Juste Séon d'Eden TV en direct de Cotonou. Merci pour votre disponibilité. On va parler très rapidement de la situation en Algérie. Les Algériens sont à nouveau très massivement descendus dans la rue ces derniers jours, principalement à Alger, pour dire leur refus clair de la prolongation sine die du mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Suivez. Les mouvements de contestation pour dire non au 5e mandat de Bouteflika vont crescendo. Ce 4e vendredi de mobilisation est considéré comme un test après l'annonce du retrait de sa candidature. Des milliers de personnes ont investi les rues et promettent de durcir le ton pour réclamer une alternance sans la classe politique actuelle. Cette 4e marche, c'est pour dire non à tous les changements qui ont été faits dernièrement. C'est pour dire à ce gouvernement, à ce système, que c'est fini pour eux. C'est bon. Partez, c'est l'un des hashtags utilisés sur les réseaux sociaux ce 4e vendredi de manifestation pour relayer le message. Il a dit dans sa dernière lettre qu'il a compris le peuple et qu'il ne brigue plus un 5e mandat. Nous lui disons en ce vendredi sacré et nous espérons que ce sera le dernier vendredi que le peuple est sorti pour dire non à la prolongation du 4e mandat. Partez, laissez-nous, laissez-nous. Mais pour les partisans du président sortant, l'homme mérite plutôt des remerciements pour son esprit d'unité et le rassemblement des peuples. Pour Bouteflika, je le remercie car il a réuni tous les Algériens. Arabophones, francophones, francophiles, laïcs, islamistes, nationalistes, mais 62, L'ampleur de cette nouvelle mobilisation était donc un test pour savoir si oui ou non les Algériens ont été convaincus par le message du président sortant.
Car après la lettre d'Abdelaziz, les Algériens rencontrés dans les différentes manifestations disaient que ce n'était pas suffisant. Alors, les Algériens qui sont dans la rue depuis plus d'un mois déjà, Abdelaziz Bouteflika qui a renoncé à se présenter à la nouvelle présidentielle en cours dans le pays, quels sont les risques endogènes et exogènes de cette crise qui perdure en Algérie? Déjà, sur le plan endogène, il faut dire qu'il y a un risque d'embrasement total parce qu'aujourd'hui, les Algériens ne sont pas du tout satisfaits de la décision. Pour eux, ils se disent qu'on ne voulait pas des élections avec Bouteflika. Maintenant, on ne voulait pas des élections avec Bouteflika et maintenant, on n'a pas des élections toujours avec Bouteflika. Donc, c'est une situation assez paradoxale. Il y a un risque d'embrasement total et la rue réclame. Et vous savez, rien ne peut véritablement s'opposer à la décision du peuple. Le peuple est dans la rue et je pense qu'il y a un risque, comme je disais, d'un embrasement total qui risque complètement de paralyser le pays, le fonctionnement du pays dans tous les secteurs. Et maintenant, il faut dire que à l'échelle régionale et même continentale, tout cela peut faire effet de boule de neige. Il faut bien, l'Algérie peut parler à d'autres peuples en Afrique, par exemple, qui connaissent la longévité d'un certain nombre de chefs d'État au pouvoir avec des situations similaires. Donc, il n'est pas, à mon avis, exclu qu'on assiste à de tels mouvements de réclamation. Ce n'est pas la première fois, on en a vu dans certains pays, notamment au Burkina Faso. Mais à mon avis, tout cela peut bien se répercuter, peut impacter aussi sur la marche de certaines nations. Oui, on prête à Bouteflika l'intention de reporter l'élection pour mieux rester au pouvoir. Il ne l'a pas dit officiellement, mais en l'état actuel des choses, est-ce qu'on peut véritablement organiser un scrutin serein dans les conditions actuelles du pays? En réalité, je réponds sans détour non. Parce que vous savez, le problème, c'est que quand la rue demande, elle demande, parfois, elle ne s'arrête pas de demander. On comprend bien sûr l'inquiétude qui est à se méfier pour la rue, bien sûr, du régime du Front de Libération Nationale, mais sauf qu'il faut à un moment donné ouvrir un dialogue véritable avec les représentants de la rue, c'est-à-dire la société civile et les représentants des partis politiques pour mettre en place un vrai cadre qui doit permettre peut-être une conférence nationale comme le prévoit le président Bouteflika, dans l'intérêt surtout pour l'opposition de retourner le code électoral, le fichier électoral et aller aux élections présidentielles sur une base saine. Si le calendrier électoral paraît assez long, mais ils peuvent le raccourcir dans le cadre d'un véritable dialogue que la rue ne peut pas permettre de garantir, sinon il y a un risque d'implosion du pays. Si le pays est déstabilisé, on connaît tous les conflits qu'il y a au Maghreb aujourd'hui qui peuvent impacter toute la région. Surtout au niveau du Sahel, le pouvoir est presque dans la rue. Alain Georges Banasoubek, on l'a dit, mais qui pourrait bien profiter de cette situation à l'opposition ou au régime toujours en place? C'est là, je crois que si la rue gronde, c'est parce qu'on se dit que la conférence nationale qui sera organisée, en fait, c'est l'appareil. C'est-à-dire que c'est Bouteflika et ses supports, ses privilégiés qui risquent de reprendre la main. Et en organisant une élection, ils sont plus ou moins sûrs de continuer de tenir les rênes du pouvoir. Or, je pense que s'il y a une véritable conférence nationale avec des réformes entreprises, tout cela peut amener l'opposition. On soupçonne l'influence des réseaux islamistes dans ces manifestations. Bien sûr, c'est pas faux. Forcément, il y a des réseaux, notamment islamistes, qui tirent les ficelles. Et je crois que la suite pourrait davantage nous édifier là-dessus. Que pensez-vous de la position de l'Union africaine sur la crise algérienne jusque-là? L'Union africaine qui salue le caractère pacifique des manifestations en Algérie, en même temps qu'elle salue la décision de Bouteflika de ne pas se représenter sans véritablement avoir une position claire sur la nature et le contexte de la crise. Vous savez, la situation en Algérie est très complexe. De quoi a peur l'Union africaine? Simplement, je dirais, d'une déstabilisation de ce grand pays du Maghreb. Je crois que l'Union africaine reste dans une position qui favorise surtout le dialogue et la stabilité dans le pays, parce que désigner déjà à ce stade-là où il y a la confusion politique qui est mauvais et qui est bon entre le peuple et le régime, ça risque de donner davantage de l'embrasement. On a vu les pays étrangers prendre des positions assez claires. L'Union africaine, qui reste un acteur majeur du continent et qui connaît bien l'Algérie, ne peut pas aller au-devant en prenant des positions de cette nature. En revanche, ils peuvent agir que pour encourager le gouvernement et la partie du FLN à écouter la rue et à appeler davantage à la retenue pour un processus de transition qui puisse aller au bout dans la stabilité. Merci. L'Algérie connaît son printemps aussi, Merci. Après la Tunisie et l'Égypte. Merci à vous deux, Arcel Moreau, politologue, et Alain Georges Banasoubek, journaliste, écrivain et par ailleurs enseignant. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. À très vite sur les antennes de Gabon 24.